Alors du coup, moi aujourd'hui, je vais vous parler du milieu intérieur, qui est un cours de biophysique qui a été donné par Monsieur Chérel. On va d'abord commencer par parler de ce qu'il faut retenir sur le cours, et après on parlera de quelques exercices types de ce cours-là. Alors, on va commencer par parler de l'eau, qui est une grande partie du cours de Monsieur Chérel. L'eau, elle correspond à 60% du corps humain. Elle y est sous plusieurs étapes. Donc on va avoir l'eau circulante ou eau libre, l'eau de constitution ou eau liée. Et l'eau, elle a un moment dipolaire qui est très élevé. Et du coup, elle va interagir avec tout dipôle ou charge environnante. Et ça va avoir 3 conséquences. D'abord, on va avoir dissolution des molécules les plus polaires ou des cristaux ioniques, donc ils vont passer d'une forme liée à une forme ionique. Ensuite, en 2, on va avoir hydratation des molécules dissoutes. Donc du coup, les molécules dissoutes, elles vont être entourées d'une molécule d'eau et on va appeler ça une gaine d'hydratation. La gaine d'hydratation, elle augmente avec la charge et elle diminue avec la taille. Ça signifie que plus l'ion est petit et plus il est chargé positivement, plus la gaine est grande. Or, plus la gaine d'hydratation est grande, moins la molécule est mobile. Et du coup, la 3e conséquence du moment dipolaire très élevé de l'eau, c'est qu'on va avoir une association entre les molécules d'eau. Donc du coup, une molécule d'eau va être associée à 4 autres molécules d'eau. Donc voilà, après il va y avoir des propriétés résultantes des forces de cohésion dues aux liaisons H qui lient les molécules d'eau entre elles. Donc du coup, la première propriété, ça va être la densité de l'eau. Il faut retenir que la densité de l'eau, elle diminue quand la température augmente. Ensuite, on va avoir la chaleur spécifique de l'eau qui est la plus élevée dans le corps humain que dans tous les autres corps connus. Et ça signifie qu'il va falloir beaucoup de chaleur pour élever la température de quelques degrés. Donc c'est important pour garder l'homéostasie du corps humain. Ensuite, on va avoir la tension superficielle qui est très élevée. Et ça, c'est hyper important pour garder la stabilité des membranes des cellules. Donc ça, c'était la première partie sur l'eau. On va ensuite parler du système lymphatique, qui est un drainage unidirectionnel. Donc c'est important de retenir ça parce que c'est pas une circulation. Et du coup, on va venir drainer le liquide interstitiel qui est en excès au niveau extracellulaire. Et ça va être drainé vers la circulation sanguine. On va avoir un drainage qui est enrichi en lipides et en protéines, ce qui permet de maintenir une concentration en protéines très faible dans l'interstitium. Attention, le système lymphatique, il n'est pas présent dans le système nerveux, ni dans la moelle osseuse, ni dans l'oreille interne, et pas dans le globe oculaire non plus. Il faut retenir ces 4-là. Et le fonctionnement du système lymphatique, en fait, ça va être des capillaires en cul-de-sac qui vont venir vers les vaisseaux lymphatiques, qui eux augmentent de diamètre jusqu'à arriver au canal thoracique à gauche et au canal lymphatique à droite. C'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur le système lymphatique. Après, il va falloir retenir quelques petits détails sur les électrolytes. Du coup, ça va être par exemple en extracellulaire, les ions prédominants, ça va être le Na+, et le Cl-. En intracellulaire, les ions prédominants, c'est le K+, et l'H3PO4 de moins. Et dans l'interstitium, comme on l'a dit grâce au système lymphatique, ça va être du plasma sans protéines. Après, par rapport à ça, il va falloir voir les mouvements de l'eau par rapport à tous ces compartiments. Il faut retenir que l'eau totale, elle diminue quand on grandit et que l'eau, elle va se répartir de sorte à ce qu'on ait une égalité des osmolarités entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Donc, ça va dépendre aussi du bilan sodé en plus du bilan hydrique. On va d'abord parler des entrées et après on parlera des sorties d'eau. Donc du coup, les entrées, elles sont régulées par la soif et elles sont déclenchées par une augmentation de l'osmolarité plasmatique et une diminution du volume extracellulaire. Mais ça, je ne vais pas revenir dessus parce que ça a été vu au premier semestre, donc vous devez vous en rappeler. Et ensuite, les sorties,
elles vont être de deux types. Soit elles vont être extra-rénales, et dans ce cas-là, elles sont non régulées, et ça correspond à la sudation et à la respiration. Soit elles vont être rénales, et dans ce cas-là, elles vont être régulées, et elles vont être adaptées aux entrées, de sorte qu'on ait autant d'entrées que de sorties d'eau. Les échanges, les entrées et les sorties, elles vont se faire par rapport au liquide extracellulaire. On ne sera jamais directement en contact avec le liquide intracellulaire, il y aura toujours l'interface du liquide extracellulaire. Et donc, on va avoir un cas particulier qui est l'appareil digestif, où lui, il va y avoir 3 étapes. On va avoir d'abord une ingestion dans le liquide extracellulaire, après, on va avoir une sécrétion du liquide cellulaire à l'intestin, et une réabsorption de l'intestin au liquide extracellulaire. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'appareil digestif. Et à ce niveau-là, on va avoir 2 cas particuliers qui sont 2 pathologies. On va avoir, dans le cas du vomissement, on ne va pas avoir d'ingestion, on va avoir que de la sécrétion. Et au lieu de descendre, ça va remonter vers les voies aériennes supérieures. Donc voilà, c'est ce qui va provoquer le vomissement. Et on va aussi avoir la diarrhée, et dans ce cas-là, il ne va pas y avoir de réabsorption. Et c'est ce qui va faire beaucoup de sel. Donc voilà. Ça, du coup, on clôture la première partie sur le cours. Maintenant, je vais vous parler un peu des exercices typiques qu'on peut avoir en milieu intérieur. Il y en a pas mal, mais ils ne sont pas forcément compliqués, donc c'est bien d'avoir une petite idée de tout ça. Donc le premier exercice, ça va être le calcul des volumes. Dans ce type d'exercice, on va vouloir déterminer le volume d'un compartiment liquidien et ça se fait avec un traceur qui diffuse dans le compartiment qui nous intéresse pour que la concentration dans le compartiment elle soit la même en traceur partout. Après que la concentration soit la même partout, on va venir prélever, on va faire un prélèvement sanguin et on va vouloir déduire le volume recherché. Attention! Dans la formule que je vous mets ici, c'est bien le volume plasmatique qui est utilisé pour la formule. Du coup, il est important de passer par la formule d'avant, donc cette formule intermédiaire, qui permet de calculer le volume plasmatique par rapport au volume sanguin. Donc voilà, ça c'est le premier exercice sur les volumes. Après, on va avoir un exercice qui va être sur les pressions osmotiques. Et ce calcul de la pression osmotique du coup, que je vous mets là, il est applicable que dans le cas où le solvant c'est de l'eau. Parce que c'est une approximation, enfin bref, en gros il faut retenir ça. Donc ça c'est plutôt classique, il faut juste repérer dans l'énoncé les valeurs et utiliser la formule de la bonne façon. Après, on va avoir le calcul qui utilise l'abaissement cryoscopique et qui permet de déterminer le taux d'alcool dans le sang. Donc le premier calcul avec l'abaissement cryoscopique, qui va être assez facile à utiliser, pareil, juste besoin d'utiliser les données présentes dans l'énoncé. Par contre, pour calculer le taux d'alcool dans le sang, il va falloir réfléchir un peu plus en remaniant la formule et en obtenant la concentration osmotique du sang du patient. Après, on va soustraire à la concentration osmotique qu'on a obtenue la concentration osmotique normale du patient. Et après, avec cette nouvelle concentration qu'on aura obtenue, on pourra déduire le taux d'alcool dans le sang. Vous verrez, en exercice, c'est plutôt facile à utiliser. Et le dernier exercice qu'on va avoir, ça va être avec les osmolarités et le comportement des hématies. Donc, l'osmolarité, il va falloir retenir que pour les substances neutres, la molarité est égale à l'osmolarité. Alors que pour les substances ionisées, l'osmolarité, elle est égale à n fois la molarité. N, ça correspond au nombre d'ions qu'on a dans la solution et qui va être dissolu en fait. Quand on va avoir NaCl, par exemple, N égale 2, parce que quand les molécules vont venir, ça va donner Na+, et Cl-. Donc on aura 2 espèces uniques, du coup ce sera N égale 2. Et du coup, le dernier truc sur les comportements des hématies, on va vous donner une molarité, et vous allez devoir déduire l'osmolarité, donc par rapport à ce que je venais de vous dire entre les substances neutres et les substances ionisées, et vous allez devoir comparer cette osmolarité à la valeur de référence. Si jamais c'est hyper tonique, et l'hématie elle va venir se rétracter pour prendre moins de place, alors que
Si c'est hypotonique, elle va venir gonfler et devenir turgescente pour prendre plus de place. Voilà!